Hey, l'Agile Tour Montpellier, ça roule? Vous êtes bien accrochés à vos sièges pour parler IA? Bon, je vous le dis tout de suite, ma rentrée était aussi chaotique que le premier sprint d'une équipe de dev sans product owner. Entre les enfants, mes activités sportives, les travaux à la maison et mes prochaines missions de product manager, j'ai pas réussi à trouver le temps de préparer ma conf. Mais c'est une conf sur l'IA. Bon, eh bien devinez quoi, j'ai décidé de ne pas venir. À la place, c'est mon avatar virtuel qui va dérouler ma conférence. Alors, voilà comment j'ai hacké l'Agile Tour avec les IA. D'abord, je me suis associée avec ChatGPT pour écrire ce script de génie. Puis, je l'ai copié dans beautiful.ai. Et boum! Voilà mes slides éclatantes avec la typo parfaite. Ah, et pour ajouter une touche d'artiste à cette conférence, j'ai même sollicité Midjourney. Adieu les banques d'images et les présentations proposant toutes les mêmes photos. Enfin, pour réaliser ce petit montage, je vous présente CapCut en chair et en pixels qui m'a aidé à monter cette vidéo. Franchement, vivement que l'IA soit assez avancée pour que je puisse passer mes journées à faire du foil à Palavas. Attends, je change d'avis. Je change d'avis. Bon, rien de tel que d'être ici parmi vous quand même. Alors, on va parler de comment l'IA m'a augmenté ces derniers mois. Alors, je vous en ai mis un peu plein la vue avec cette vidéo. J'en ai un peu rajouté. Ça paraît magique l'IA comme ça. Bon, il m'a fallu quand même un paquet d'itérations pour arriver à ce résultat. Mais les itérations en Agile, on adore ça, n'est-ce pas? Donc, ce que l'on va voir ensemble ici, c'est comment, en particulier ChatGPT, mais un certain nombre d'outils d'IA m'ont permis de gagner du temps précieux depuis janvier, en particulier en travaillant dans une start-up montpelliéraine qui s'appelle Kinvent, que je vais vous présenter un petit peu, parce que comme derrière, je vais prendre un certain nombre d'exemples associés à cette entreprise, comme ça vous les comprendrez bien mieux. Donc Kinvent est une start-up hardware initialement qui crée des capteurs connectés à une application mobile tablette, des capteurs de force, d'amplitude de mouvement, donc de force en tirée, en poussée, d'amplitude de mouvement, de force pour sauter sur des plates, pour des kinésithérapeutes, pour de la rééducation, beaucoup de rééducation post-opératoire, aussi beaucoup de rééducation pour des sportifs de haut niveau. Par exemple, ils ont 2 kinés en interne, dont le kiné de l'équipe de France de rugby, Cédric Gassou, qui est actuellement en plein dans le rush, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler du coup sur ces derniers mois. Et c'est une start-up qui est passée de 10 personnes à 70 personnes en moins d'1 an et demi, et qui, jusqu'à que j'y arrive au mois de janvier, n'avait aucune approche produit, aucun département produit, ni product manager. Donc je suis rentrée en tant que première product manager avec l'objectif de créer un département produit, et puis d'y intégrer un certain nombre d'approches produits en interne. Alors déjà, je suis assez curieuse, peut-être concernant ChatGPT, qui a au moins posé une question à ChatGPT ces derniers mois? Ok, à peu près tout le monde, top. Qui paye 20 $ par mois pour le ChatGPT+. Ok, j'ai beaucoup moins de monde. Qui l'utilise tous les jours? Ok. Qui l'utilise tous les jours sans le cacher à son employeur? Super, ok. Alors, avant de rentrer vraiment dans les use cases, un conseil et puis un petit warning que vous avez sûrement déjà entendu. Donc le warning, bien sûr, ne pas prendre pour compte ce que vous donne comme résultat ChatGPT. Savoir comment fonctionne ChatGPT, c'est la complétion de mots, donc c'est la probabilité du prochain mot en fonction d'un certain nombre de mots que vous donnez en entrée, un contexte. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, je vous laisserai aller voir, mais sachez comment ça fonctionne, sachez ce que sont des tokens, sachez combien de tokens prend en GPT 4 versus GPT 3 ou 3.5. Plus vous savez comment ça fonctionne, plus c'est facile aussi de l'utiliser derrière. Et mon conseil, c'est utilisez-le comme
un coach, un assistant personnel. Ici, j'ai mis copilot. Coach, parce qu'un bon coach vous aide à vous poser des bonnes questions au bon moment, ou vous pose des bonnes questions au bon moment. Et vraiment, ChatGPT est très bon pour ça. Il peut vous aider à vous poser des bonnes questions face à un contexte que vous avez. Vous ne savez pas par quelle question commencer ou quelle question adresser. Demandez-lui. Voilà, vous posez le contexte. Quelle question je pourrais poser à ce stade-là? Vous posez un contexte et vous lui demandez, tiens, qu'est-ce que je manque, ou peut-être qu'est-ce que je ne vois pas par rapport à ce contexte que je vous ai donné. Et puis, en tant qu'assistant personnel, parce qu'il peut vous aider à gagner un certain nombre de temps sur des actions du quotidien, mais bien sûr, comme toute personne qui a un assistant personnel, c'est toujours bien de vérifier derrière, d'apporter sa patte, d'affiner et d'aller vérifier aussi ses sources. Donc, quand je parle d'hallucination, alors je vais essayer de vous décrire les détails parce que forcément, comme on parle de ChatGPT, il y a beaucoup de textuel, donc n'hésitez pas à vous rapprocher si besoin, mais je vais décrire les exemples. Donc, hallucination marrante, exemple qui se passait beaucoup début janvier, qu'aujourd'hui on n'arrive plus à reproduire, mais combien font 2 plus 5 ChatGPT répond 7, mais pourtant ma femme dit que ça fait 8. Ben non, 2 plus 5 font 7, mais peut-être que votre femme a fait une erreur ou n'a pas compris exactement la problématique. Non, ma femme a vraiment toujours raison. Ah, alors je m'excuse. Si votre femme a toujours raison, peut-être que c'est moi qui n'ai pas vraiment le contexte parce que j'ai été entraînée que jusqu'en 2021. Et puis si votre femme a toujours raison, c'est que ça doit être 8. Donc, bien sûr, j'ai essayé de le reproduire. Bon, je l'ai fait en français. On voit qu'ici, c'est beaucoup plus strict maintenant. ChatGPT, voilà, est beaucoup plus strict sur tout ce qui est mathématique, sur ce type d'hallucination. Donc, sachez que OpenAI itère très 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 vite sur ce genre d'hallucination. Maintenant, il en reste encore effectivement un certain nombre. Donc, voilà, ayez ça quand même en tête. Alors, pour ce qui est vraiment des use cases. Donc, pour ceux qui me connaissent, savez que j'adore designer des ateliers, faciliter des ateliers. Donc forcément, une de mes premières utilisations, ça a été d'utiliser pour préparer mes ateliers. Donc voilà, des exemples d'ateliers où ChatGPT vraiment a pu m'aider à dérouler un script, à aller vers d'autres idées, à faire face au syndrome de la page blanche, tout simplement. Ou des fois, juste à me réinventer un petit peu parce que j'avais pour habitude de réaliser les mêmes types d'ateliers. Et je vais prendre 2 exemples. Le premier, qui est l'atelier Product Vision. Alors quand je suis arrivée chez Kinven, donc comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de département produit, et puis un board, donc le board qui était composé du responsable sales, donc vente, responsable marketing, responsable software, responsable hardware, responsable customer support et le CEO. Il n'y avait aucun alignement vraiment en termes de vision produit, et pas vraiment de vision produit existante. Donc, au bout de 2 mois, je me suis dit que ce serait intéressant de dérouler un atelier pour accorder tout le monde. Et donc, j'ai posé un contexte à ChatGPT, puis je commençais par lui poser une question très ouverte. Comment est-ce que je pourrais dérouler cet atelier en tant que product manager, sachant que j'avais mon contexte avant. Bon, ChatGPT, voilà, me déroule un certain nombre d'idées. Il me le découpe avec la partie vraiment pré-workshop, la partie facilitation du workshop, puis la partie post-workshop. Bon, c'est intéressant parce que des fois, justement, on peut oublier des éléments en pré-workshop, en heure de préparation. Et puis, pareil, des fois, il y a des communiqués qu'on ne va pas forcément faire en post-workshop. Donc, ça me redonne un certain nombre d'idées. La majeure partie des choses qui me déroulent sont des choses que je connais, mais que j'ai pu oublier avec le temps, à force de faciliter des ateliers. Donc, c'est assez intéressant. Et en fait, plus que de piocher ces idées-là, ça me donne, moi, une association d'idées en me disant, tiens, ça me donne l'idée de commencer cet atelier Product Vision par un quiz. J'ai envie de faire un quiz sur des Product Vision connus. Donc, deuxième question que je lui pose, tiens, donne-moi des Product Vision de boîtes connues, telles que Airbnb, telles que Netflix, boîtes très connues. Il me génère une dizaine de Product Vision connus à partir de ces exemples. Donc, toujours bien lui donner des exemples parce que ça l'oriente. Si vous avez voulu des exemples de boîtes françaises, donnez-lui un exemple des boîtes françaises. Il va vous compléter des boîtes françaises. Et puis, comme on est dans le monde de la santé, je continue en lui demandant est-ce que tu pourrais, par exemple, générer 10 Product Vision de boîtes connues dans la santé. Il me génère des boîtes connues dans le monde de la santé. Et puis, comme au moment où on déroulait cet atelier Product Vision, on essayait de se positionner dans le monde du fitness, pareil, je lui demande dans le monde du fitness. Et les résultats sont franchement cohérents, c'est des boîtes que je connais pour la plupart. Donc, magique. En quelques minutes, j'ai ce dont j'ai besoin pour réaliser mon quiz.
Là où, bien sûr, j'aurais pu faire ces recherches en ligne, mais ça m'aurait pris, je pense, une bonne heure. Et puis, au-delà des quelques minutes dans ChatGPT, eh ben, j'ai pris quelques minutes pour vérifier les sources et m'assurer que, justement, il n'y avait pas d'hallucination sur les product vision donnés. Toujours dans cette approche d'atelier Product Vision, je me dis derrière, tiens, moi, en termes de Product Vision, les frameworks que je connais, c'est le Product Vision Board, c'est le Business Model Canva. Bon. ChatGPT est très bon si vous voulez l'orienter à partir de frameworks. Ça lui pose un cadre, il va vous donner des exemples à partir de frameworks. Donc voilà, je lui repose tout un contexte concernant Kinven dans un thread, et puis je lui demande de me générer un Product Vision Board et un Business Model Canva à partir de ça. Ben, j'ai un exemple qui directement une première base de travail. Alors bien sûr que je l'ai affiné derrière et bien sûr que je l'ai repris à ma sauce puisqu'il n'est pas parfait, mais j'ai une première base de travail que du coup j'ai utilisée dans mon atelier, qui était un atelier d'1 heure, donc ça a été très court. Comme c'est des gens du board, forcément ils sont très busy. Donc on est parti de cet exemple que j'ai produit, puis on l'a affiné ensemble pour s'accorder sur la Product Vision. Donc là aussi, j'aurais pu le faire, le Product Vision Board, mais en termes d'énergie, pour moi, de partir de la feuille blanche, forcément, c'est plus coûteux que de partir d'un exemple, même s'il est à affiner. Tout de suite, c'est énergisant parce que c'est rigolo et il y a la curiosité de voir qu'est-ce qui est généré, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'idée qu'on peut s'en faire. Un petit peu dans la même idée, j'ai apporté une dimension d'expérience utilisateur chez Kinvent, là où il n'y avait pas du UX designer déjà, et puis pas trop de dimension expérience utilisateur. Donc pour ceux qui connaissent l'UX, il y a beaucoup de lois sur l'expérience utilisateur qui existent aujourd'hui, qui sont vraiment des lois basées sur de la psychologie utilisateur et qui sont utilisées par toutes les apps, les grosses apps du marché qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien d'aller réinventer la roue, il faut aller regarder ces lois, voir pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent, où est-ce qu'elles sont appliquées. Donc là, moi, j'avais envie de dérouler un atelier en interne pour un petit peu éduquer à l'approche expérience utilisateur et puis pouvoir s'accorder justement sur ce qu'on pourrait déployer comme loi expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre app, qui n'a plutôt d'ingénieurs et de personnes dans la R&D. Donc il y avait toute cette dimension produit aussi dans l'app un petit peu ajoutée. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allée prendre un listing de lois UX existants. Et puis j'ai demandé à ChatGPT, à partir de ce listing, de me donner des exemples d'applications qui utilisent ces lois. Tout simple, en un clic. Après vous pourrez regarder, il y aura les slides pour aller plus précisément, mais je vous donne les exemples rapidement. Et puis là aussi, pour aller plus loin, je lui demande, tiens, maintenant ces lois, applique-les-moi à des exemples d'applications mobiles dans le monde de la santé. Pareil, donc il va me reprendre les lois et puis me donner des exemples, Fitbit, Headspace, etc. Et pourquoi ces applications utilisent spécifiquement ces lois de l'expérience utilisateur. Donc c'est intéressant. Et puis ensuite, je finis par lui poser une question où je prends l'une de ces lois et puis je lui demande, là aussi, de me donner, donc je prends la Zeigarnik Effect, et puis là aussi, je lui demande de me donner 3 exemples d'applications mobiles dans la santé qui l'utilisent et pourquoi spécifiquement il l'utilise. Donc le gain de temps, là aussi, quand même, parce que pareil, s'il avait fallu que j'aille rechercher tous ces exemples, je pense que j'y aurais passé 1 à plusieurs heures, là où là, en 2 clics, en quelques itérations, j'ai les exemples. Alors, ce qui est génial, c'est que, moi j'étais première product manager, donc j'avais un département produit à créer, donc forcément, je suis intervenue un peu sur toutes les étapes du cycle produit sur ces derniers mois, et ce qui est génial avec ChatGPT, c'est que vraiment, vous pouvez l'utiliser à toutes les étapes du cycle produit. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer là sur les déroulés, c'est prendre 2-3 exemples pour les étapes majeures, donc la partie discovery, toutes les interviews utilisateurs, la partie planification, roadmap, priorisation, la delivery, tout ce qui est data, customer support, product marketing, que j'ai un petit peu moins fait, mais quand même j'ai travaillé avec le marketing, et puis tout ce qui est soft skills. Eh bien c'est parti, la discovery, ce que les product managers préfèrent souvent. S'inspirer des étapes d'un user journey pour réaliser le sien. Donc là aussi, j'avais envie, à un certain stade d'avancement, d'éduquer mon équipe de dev et ma UI designer, parce que pour le coup, j'avais une UI designer, à ce qu'était un user journey. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien en créer un exemple appliqué là aussi à une appli mobile du monde de la santé. Donc je lui demande de me créer un exemple de la santé ou du fitness, un exemple similaire to Headspace. Donc Headspace, c'est une appli de méditation et sur la santé mentale très connue aux États-Unis qui a plus de 10 ans d'expérience
Derrière se sont créés les petits bambous, calmes, tout ça, peut-être que vous connaissez en France. Et c'est génial, il me crée... ça marche pas comme... c'est sur l'écran. Il me crée vraiment toutes les étapes de user journey, awareness, consideration, decision to download, onboarding, first use, regular use, et puis tout ce que vraiment les actions de l'utilisateur, les ressentis de l'utilisateur. Is this what I need? How does this work? Let's give it a try. This should be quick, etc. Donc c'est vraiment les ressentis typiques de l'utilisateur, l'émotion principale, le pain point face auquel l'utilisateur peut faire face, et enfin les opportunités pour améliorer du coup son application. Bon, l'exemple est nickel, sincèrement, franchement, pour donner un exemple dans le cadre d'un atelier, je ne peux pas faire mieux. Donc là aussi, vraiment en une requête, j'ai un exemple, et puis qui est cohérent parce qu'il est dans le monde dans lequel je travaille, donc forcément ça engage plus facilement mon équipe. Et puis, ChatGPT me demande si je veux aller plus loin dans une étape précisément, et je lui dis oui, let's go, let's dive in the onboarding step, please. Donc là aussi, sur la partie onboarding, il donne des sous-étapes. Donc la partie, en gros, tous les écrans de l'onboarding, typique. Et l'onboarding, on aime bien que ça aille vite. En général, quand on a décidé de downloader l'app, on a envie qu'en 2 clics, 2 écrans max, de pouvoir la découvrir et la tester. Donc voilà, il me met là tous les écrans d'Headspace, ou en tout cas l'appli séminaire, et puis ce que l'utilisateur a à réaliser comme action, ce qu'il peut penser à cette étape-là, is this welcoming, vraiment quand il voit l'écran d'accueil, tout ce qui est permission, donc RGPD, etc., l'utilisateur peut se dire « Why does it need this info ?» L'émotion principale, pareil, donc le pain point face auquel l'utilisateur peut se retrouver, et puis du coup les opportunités d'amélioration, cette étape précise d'onboarding. Waouh, magique. On ne peut pas faire mieux là aussi comme exemple, pour derrière nous aller travailler ensemble sur nos propres user journey à partir de nos propres personas. Alors ici, je voulais réaliser un atelier sur des tests d'entraînement avec des utilisateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est chez Kinvent, il y a 2 approches principales dans l'app. L'approche qu'on appelle d'assessment, donc c'est des bilans, souvent post-opératoires, ou des bilans à différentes étapes de la rééducation. Et puis après, il y a la partie un peu entraînement personnalisé avec des tests personnalisés de kiné. Et il s'est trouvé que comme ils se sont positionnés sur la partie plutôt bilan initialement, et puis que c'est en plus quelque chose qui est très rentable pour les kinés, on était sur du 80% de bilan, 20% d'entraînement, et donc on avait vraiment cet objectif d'aller vers du 50-50. Et donc là, il y avait cet atelier sur les tests d'entraînement que je voulais faire, et je voulais générer tout simplement des mails d'invitation pour engager des utilisateurs à venir, sachant que c'est des professions libérales qui n'ont pas beaucoup de temps et qui sont très busy aussi. Donc, c'est assez sympa, par exemple, de demander 3 propositions et de donner un style spécifique. Donc voilà, je voulais un style à la fois professionnel, engageant, concis. Voilà, donc jouer sur les styles, vraiment, ça c'est une des utilisations premières où clairement vous gagnez un temps fou. Et là aussi, plutôt que de partir from scratch pour écrire un mail, vous avez des exemples. Alors, pour tout vous dire, j'ai jamais réutilisé les exemples tels quels. Franchement, je les reprends et puis je fais un mix à partir des propositions où je les adapte à ma sauce. Préparer un entretien utilisateur dédié à tester des prototypes Figma. Donc là aussi, je réalisais des entretiens utilisateurs. On voulait lancer un nouveau jeu. Un nouveau jeu pour la rééducation, particulièrement des genoux post-opératoires, où il fallait, dans la jungle, éviter des créatures. Et on avait déjà plusieurs jeux dans l'app, mais ça convertissait pas trop. Alors les jeux n'étaient pas forcément très bien mis en valeur. Et donc là, voilà, on voulait reprendre... alors, ouais, non, je prends le mauvais exemple. Là, dans ce cas-là, en fait, c'était des prototypes pour reprendre notre page d'accueil et notre page patient. Donc, c'est des prototypes Figma haute fidélité, sachant que j'avais des entretiens utilisateurs, et des utilisateurs plutôt historiques, importants pour nous, et qui ne savaient pas forcément ce qu'étaient des prototypes Figma face à des écrans classiques d'app. Donc, voilà, je vais demander à ChatGPT comment, en gros, je peux dérouler cet atelier, sachant que il faut que je leur explique ce que c'est un prototype Figma, et en même temps, je veux leur en faire tester 2 en vidéo. Voilà, donc il faut qu'ils comprennent que en visio avec nous, ils ouvrent leur navigateur pour tester le prototype Figma, qu'ils puissent nous commenter en live tout ce qui se passe dans leur tête, pourquoi ils ont tel ou tel ressenti.
Et voilà, ChatGPT me fait une proposition, étape par étape, d'un déroulé type d'entretien de 30 minutes, qui est très cohérente, et qui voilà, me permet d'affiner un petit peu la manière dont je voulais dérouler ce type d'entretien. Et puis derrière, comme dans le thread, je vais parler des 3 personas types qu'on avait parmi nos kinés, et qu'on les avait nommés, je lui dis tiens, maintenant, mets-toi dans la peau du product manager, donc mets-toi dans ma peau. Donc ChatGPT fonctionne très bien lorsque vous mettez dans la peau vraiment d'un persona, dans un rôle. Et puis je lui dis qu'est-ce que tu dirais dans le cadre de cet entretien à Sarah, notre persona Sarah, dans le cadre de cette session de user research. Et puis là, il me déroule carrément le script. J'ai le script, donc avec vraiment le Hello Sarah, thank you so much for taking the time to join this call today, how are you doing? Bon, forcément, il rajoute un peu l'américaine, mais voilà, hein, ça pose. Et puis, il met l'espace pour la réponse de Sarah, et puis il génère des réponses, donc forcément, qui ne vont pas être ces réponses-là, puisque tout dépend de ce que du comportement de Sarah pendant ses user research, mais ça donne un certain nombre d'éléments qui peuvent être sympas. Et moi, je vous avoue, donc, j'ai travaillé ces derniers mois dans un contexte purement anglais, là où je ne suis pas native anglaise, ça faisait des années que je n'avais pas travaillé en anglais, donc c'est vrai que ça m'a donné beaucoup confiance en moi de aussi générer comme ça des scripts ou générer en fait de l'anglais directement grammaticalement correct pour des mails ou autre chose. Donc ça, c'est quand même... Rien que pour ça, j'aurais du mal à revenir en arrière. Ensuite, donc là voilà, on arrive à ce fameux jeu qu'on lançait, Jungle Game, où là, donc l'idée c'était justement, je voulais comprendre un petit peu mieux pourquoi les jeux ne fonctionnaient pas tant. On voyait dans les métriques que ça convertissait pas, mais on n'avait pas plus de raisons. Donc on avait besoin de savoir un petit peu quelles avaient été les premières utilisations, qu'est-ce que les kinés pensaient des jeux, qu'est-ce que les patients pensaient des jeux. Et puis, là, je décide d'envoyer un formulaire réalisé sur Tally. Et pour m'aider, je demande à ChatGPT des questions que je devrais poser par rapport à un contexte. Et donc, il me génère un certain nombre de questions. Franchement, c'est top. J'ai plus qu'à affiner. Et mes formulaires, en une après-midi, je les avais créés en français, anglais, espagnol. Là où, franchement, j'aurais passé la journée, je pense, sans ChatGPT. Et même chose pour obtenir des feedbacks utilisateurs. Donc là, dans la projection où je fais tester ce jeu, que vraiment je réalise en prod, qui est dans l'app, et où je voudrais idéalement que les utilisateurs me fassent des feedbacks directement après une première utilisation de jeu, je lui demande, tiens, quel type de framework, qu'est-ce qui marche pour obtenir des feedbacks directement après une première utilisation d'un jeu dans l'app. Et là aussi, il me liste un certain nombre de possibilités. J'ai surligné le 5 second test parce que c'est quelque chose de très connu, le test 5 secondes. Vous affichez une page, vous faites faire une action pendant 5 secondes. En général, c'est plutôt l'affichage de page. Moi, je l'ai fait beaucoup dans le web. Vous affichez la page pendant 5 secondes et puis vous demandez ensuite directement à l'utilisateur qu'est-ce que vous avez retenu de cette page. Donc, et en plus, il me propose des choses un petit peu adaptées à mon contexte, vraiment. What aspects of the game do you remember from your session just now? Donc pareil, c'est assez magique, j'ai directement mes questions. Voilà quelques exemples dans la discovery. Alors, vous avez vu que jusque-là, j'ai commencé à vous montrer des prompts. Ce n'est pas forcément des prompts très compliqués, vous pouvez aller bien plus loin là, que ce que je vous ai montré. Mais vous commencez à percevoir un petit peu les éléments importants pour réaliser des prompts quand même qui marchent. Donc, à ce stade-là, moi, il y en a 4 qui me paraissent vraiment importants. C'est donc la posture, on l'a vu, agit comme un product manager, agit comme un data analyst qui a plus de 10 ans d'expérience et qui travaille avec des kinés. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à être précis là-dessus. Plus vous êtes précis, plus ça lui donne un cadre. Le contexte, donc souvent, c'est un certain nombre de contraintes que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, et quelles sont toutes les contraintes dans lesquelles vous opérez au quotidien. Quel type de résultats vous voulez? Donc, est-ce que ce sont une liste de features, une roadmap, un user journey, comme on l'a vu? Et le format de ce résultat. Donc, dans quel format? Donc, est-ce que c'est un tableau que vous voulez? Est-ce que c'est un bout de code? Est-ce que c'est une liste filtrée? La planification. Priorisation, on adore. Donc, forcément, quand on arrive dans une start-up et qu'il n'y a pas de dimension produit, le CEO a envie que tout de suite vous lui produisiez une roadmap sur un an. Donc là chez Kinvent, il y avait déjà cette idée de créer une product vision où tout le monde s'accorde, et ensuite on est allé vers 3 objectifs principaux que l'on voulait se donner pour la fin 2023, dont l'un, donc, comme je vous disais, qui était de passer à 50-50 entre les entraînements et les bilans,
mais aussi de diviser par deux la partie passée sur le support utilisateur, et puis de vraiment déployer plus d'outils de data analyse pour prendre des décisions basées sur de la data et pas juste sur du ressenti. Donc, je lui demande de créer une première version de roadmap à fin 2024 sous forme de tableau. Alors là, c'est plus un peu par curiosité, où je lui donne justement mes 3 objectifs principaux à fin 2023. Puis à partir de ces 3 objectifs, je lui demande de me diviser ces 3 objectifs sous forme de projet par département. Bam, il me génère un truc génial. Top. Alors bien sûr que c'est pas ce que j'ai créé comme roadmap derrière, mais encore une fois, ça me donne une base de travail. Et je lui avais demandé précédemment, je crois, de me le faire dans un tableau, et puis voilà, de me classer vraiment par trimestre. Et voilà, on voit bien qu'il reprend mon premier objectif, et puis après j'ai une colonne département, et puis il me crée des projets, donc il me les crée toutes pièces, des projets associés à ces départements, le descriptif, et puis il me met une date de début, une date de fin. Bon, bien sûr que derrière ça a été totalement transformé, mais j'ai une première base de travail que je peux copier-coller dans un spreadsheet, dans une base Notion. Et voilà, pour moi c'est énergisant. Enfin, vous faites ce travail en fin de journée plutôt que d'aller vraiment créer encore une fois toute pièce votre roadmap. Vous avez une base et puis vous n'avez plus qu'à affiner et à compléter vous avec les vrais éléments. Même chose pour un plan d'onboarding. Quand je suis arrivée, j'ai proposé à mon CEO de générer un plan d'onboarding à 3 mois. Et là, je lui demande de m'en générer un à partir du framework SMART. Donc vous allez voir juste après, specific, measurable, achievable, bref. Et voilà, il me génère aussi mon tableau avec mon objectif à 1 mois, et puis pour chaque lettre du framework SMART, il me donne des objectifs précis, et puis il m'associe les métriques de succès quantifiables associées. Bon, top. Et c'est en plus, pour le coup, assez cohérent aussi, donc j'ai plus beaucoup de choses à affiner. Voilà, donc moi c'est vrai que ça m'énergise à chaque fois, je trouve ça génial, quoi. Vraiment de passer de quelque chose qui peut être coûteux à des éléments énergisants tout de suite, c'est magique. La delivery. Alors, bien sûr, la delivery, vous en doutez bien que je vais vous parler de tout ce qui est génération de features, découpage d'US, création de critères d'acceptance, de cas de test, donc un peu tout ce qui est challengeant pour les product managers, product owners. Donc là, dans ce cas-là, on était encore dans le cadre d'un nouveau jeu. On en a lancé 2, donc j'y étais. Et cette fois, c'était un jeu pour un peu travailler la distribution du poids sur des plateaux au sol, des plates, pour un jeu post-AVC spécifiquement. Et puis, on savait, donc, Kinven, donc le CEO, avait déjà imaginé le jeu avec des drones qui doivent capter des ballons, et tout en travaillant à la distribution du poids. Donc le jeu était déjà tout imaginé, j'avais la solution. Par contre, j'avais aucune idée de quelle feature déployer à partir de cette solution et du coup de cet objectif d'exercice kiné. Et alors, ce qui est assez magique, c'est que dans la physiothérapie, donc c'est le terme américain, anglais, il y a énormément de contenu en ligne. Donc il faut savoir qu'une session kiné aux États-Unis, c'est en moyenne $120. Donc ils sont aujourd'hui beaucoup plus dans la prévention que nous, là où chez nous un kiné gagne en moyenne 15 € par session. Donc il y a beaucoup de contenu sur tous les exercices d'entraînement personnalisés, sur les types de bilans. Mais en fait, moi j'ai appris, parce qu'il y a quand même tout un jargon dans la kiné, auquel je ne comprenais rien au début. Et il y a plein d'éléments sur lesquels ChatGPT m'a orienté, m'a permis de monter en compétences plus vite, et qui étaient cohérents parce que je demandais au kiné avec qui je travaillais si c'était cohérent. Et donc là, lui demander de me générer des features principales pour un jeu basé sur la distribution du poids, qui est quelque chose de très classique dans la kiné, et en plus, avec cette idée de drone qui attrape des ballons, c'est pareil, c'est pas quelque chose de nouveau. Et franchement, le résultat est très cohérent. Il me donne des features qui me semblent être tout à fait cohérents pour ce qu'on veut développer. Et puis donc derrière, je vais plus loin et je lui demande à partir de ces features de me les découper en user stories. Et donc il me découpe aussi, il me fait des propositions d'user stories. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, admettons que vous ayez travaillé sur un certain nombre de user stories pour une prochaine fonctionnalité que vous voulez déployer. Vous avez un premier jet de vos user stories et puis vous voulez la donner à ChatGPT pour affiner ces user stories. Vous pouvez très bien lui demander de les affiner
et en parallèle de vous générer des critères d'acceptance et par exemple 2 cas de test en format Gherkins. Bon, et ben c'est parti. Donc voilà, je lui donne un listing avec les titres de mes user stories, les descriptions et quelques critères d'acceptance, et puis je lui demande de m'affiner. Et hop, voilà, il m'affine ma première user stories, et il me met que c'est une version révisée de ma première user stories. Il me génère 3 critères d'acceptance, et puis il me donne des cas de test en Gherkins, que je n'ai plus qu'à copier-coller dans mes outils de test de non-régression, si je veux directement. Donc, encore une fois, hein, je vous montre le côté magique. Bien sûr que derrière, il y a de l'affinage à faire et que c'est rarement précis. Mais ce qui était assez marrant, c'est que dans le monde de la kiné, quand même, il y a beaucoup de choses qui étaient cohérentes, puisque c'est un monde, finalement, assez grand public. Et voilà, donc pour ma deuxième user stories, il me fait pareil. Et puis, pareil, une des problématiques que beaucoup de product owners / product managers ont, c'est comment bien découper des user stories. Donc là aussi, vous pouvez lui donner des user stories, ou par exemple une user story principale. Donc là, c'était le cas. Moi, j'avais une grande user story, où là, on voulait développer un leaderboard, donc un tableau un petit peu de challenge sportif, avec vraiment du ranking, donc sous forme un peu de compétition, puisque quand on était beaucoup dans le monde du sport de haut niveau. Donc, feature assez classique, hein, ce que vont faire des Strava, voilà, des apps un petit peu dans les challenges sportifs. Et il y a plein de moyens de partir en termes de découpage pour ce type de feature. Donc moi, j'avais cette grande feature principale, et dans mon je veux, j'avais plein de N, donc je savais que j'avais besoin de la découper. Bon, je lui mets, puis je lui dis, tiens, propose-moi un découpage. Et je peux l'orienter en lui disant, propose-moi un découpage par les étapes du workflow, par les règles de gestion, business rules, ou par des data en entrée. Donc voilà, vous pouvez l'orienter aussi par des découpages type que vous connaissez. Et puis voilà, il vous fait des propositions de vos user stories, qui sont aussi tout à fait cohérentes, découpées par étapes du process, découpées par les règles de gestion. Et voilà, ça peut, parce que c'est vrai que c'est une stratégie très importante, la manière dont on découpe nos user stories en fonction de notre architecture. Et voilà, on peut vite oublier lorsqu'on est dans le stress, on peut vite oublier certains éléments, et tout de suite, voilà, vous avez des éléments sur lesquels vous n'avez plus qu'à réagir, à affiner. Et puis une question que j'adore poser à ChatGPT lorsque dans un thread j'ai généré un certain nombre de questions comme ça, donc, par exemple sur ma user story, qu'est-ce que je peux oublier à ce stade-là? Il est assez bon pour ça aussi lorsqu'il y a un contexte. Et là, effectivement, il me génère aussi des éléments très intéressants, des éléments que je n'avais pas du tout pensé en termes de user story à découper. Donc qu'est-ce que je peux oublier? Vous pouvez aussi lui demander où est-ce que je suis trop optimiste, où est-ce que je suis pessimiste. Il peut y avoir vraiment des éléments intéressants qui en ressortent. Invitez vos équipes à de nouvelles cérémonies. Donc là, sur la delivery, donc quand je suis arrivée aussi chez Invent, il n'y avait pas, en dehors des daily, des stand-up, il n'y avait pas de cérémonie type sprint planning ou affinage, iteration review, rétrospective. Donc j'ai mis ça en place. Et puis, comme je voulais éduquer un petit peu à pourquoi mettre en place des sessions d'affinage, pourquoi mettre en place des iteration review, qu'est-ce que ça apporte, comment des iteration review peuvent valoriser des équipes de dev, comment ça peut aussi être un exercice de communication déjà interne, puis ensuite un exercice aussi de communication externe en invitant des kinés ou des users. J'ai demandé à ChatGPT de me générer des mails avec vraiment un style particulier, de manière à ce que ce soit motivant, engageant pour mes équipes. Et là aussi, il suffit que vous ayez ça en fin de journée, vous soyez donné ça comme objectif. Vous êtes un peu fatigué, un peu dans le down, vous lui demandez de créer quelque chose de motivant, engageant, généralement le mail il va être bien plus motivant que ce que vous auriez pu écrire vous, parce que c'est en fin de journée. En tout cas, moi je sais que ça marche comme ça, j'ai plus d'énergie le matin forcément. Et même chose, donc pour préparer une rétrospective, là c'était une rétrospective du coup de fin de mission, voilà, où j'ai reposé un petit peu le contexte, et puis j'oriente vers un peu un type de rétrospective, mais j'ai envie que le template soit amusant à découvrir. Donc je lui demande, tiens, quelle rétrospective tu pourrais me proposer? Est-ce que tu peux me le proposer en anglais? Alors ce qui est aussi génial, c'est que vraiment vous pouvez prompter en français, puis lui demander de générer la réponse en anglais, inversement. Ça, franchement, mais vraiment rien que pour ça, je paierais $20 par mois parce que je n'utilise plus du tout les outils de traduction aujourd'hui. Et puis voilà, il me propose vraiment quelque chose dont j'ai jamais entendu parler, The Great Adventure Retrospective, et puis c'est cohérent par rapport à ce que je lui ai posé comme contexte au-dessus.
La data customer success. Alors, je vais un peu vite parce que je vois le temps passer. Donc, pour la data, eh bien, là, j'ai repris en fait l'idée du user journey de Kinvent et je lui ai demandé qu'est-ce que ce user journey donnerait si tu l'appliquais avec le framework R. Et donc, voilà, il me reprend le tableau du user journey dans lequel il m'intègre les étapes du framework R avec du coup les métriques associées et puis des opportunités vraiment d'amélioration aussi si on travaille spécifiquement sur ces métriques. Donc n'hésitez pas vraiment là-dessus aussi. Franchement, il y a des métriques, quand bien même vous êtes dedans, des fois il y a des choses qui peuvent être oubliées ou voilà, certains angles que l'on a pu manquer. Et puis, vous pouvez aussi lui demander de compléter une liste de métriques. Alors là, moi, j'avais déjà établi une liste de métriques qui me semblait intéressant à suivre. Et ce que je lui ai demandé de faire, c'est de me les classer dans un tableau pour les métriques qui semblent être les plus cohérentes à suivre au quotidien et les plus cohérentes à suivre chaque itération ou chaque mois. Et voilà, j'ai mon tableau avec mes métriques à suivre au quotidien, ma proposition, et même chose pour mes métriques à suivre chaque mois. Alors, il y a aussi maintenant un certain nombre de plugins dans la version premium de ChatGPT que vous pouvez télécharger et faire tourner et qui, pour certains, vous permettent de charger en entrée des documents. Donc, vous pouvez très bien exporter de votre outil de data analyse un document avec vos métriques et lui demander, par exemple, d'analyser les taux de conversion et de chercher des axes d'amélioration. Donc, ça, c'est assez magique. Comme vous pouvez, par exemple, lui demander d'analyser à partir aussi de votre outil de data analyse des features qui ne convertissent pas, et puis vous aider à savoir comment est-ce que vous pourriez peut-être tester de supprimer certaines des features, ce qui peut être le cas d'une app qui a un certain nombre d'années d'expérience où on a cumulé des features. Des fois, c'est bien aussi d'en supprimer parce que tout simplement, elles ne convertissent pas. Sur la partie support client, le classique, générer de nouvelles questions pour votre foire aux questions à partir de listings de questions récurrentes. Et puis, bien sûr, aller chercher tous les SaaS aujourd'hui du marché qui intègrent vraiment des features en prod basées sur l'API ChatGPT. Zendesk, bien sûr, qui est l'outil principal du support client, s'est lancé là-dedans. Et c'est vrai que c'est assez magique. Alors moi, j'ai fait du support client pour remplacer une personne pendant 3 semaines chez Kinvent et on y passait un temps fou. Et c'est vrai qu'on peut vite tomber dans les biais dans le support client de répondre aux clients qui crient le plus fort et qui relancent le plus, mais qui n'ont pas forcément la demande la plus importante. Donc là aussi, les IA vont pouvoir aider à analyser qu'est-ce qui est vraiment important, quels sont les problèmes récurrents et suggérer des éléments de solution. Et puis il y a aussi des sites plugués du coup à ChatGPT. Par exemple ici, c'est un site qui en un clic, vous mettez l'URL de votre page App Store ou Android Store de votre app, et en un clic, il vous génère un résumé des retours, des reviews. D'accord ? Donc moi je l'ai fait pour Kinvent, mais je l'ai aussi fait pour une app qui existait il y a 10 ans. Et ça vous donne tout de suite un résumé. Donc bien sûr, dans cet exemple-là, il n'y a pas forcément de pondération entre les retours d'il y a 10 ans et ceux d'il y a quelques mois. Donc à vous de voir, mais c'est aussi intéressant pour des retours anciens de voir qu'est-ce qui a vraiment été déployé versus ce qui est toujours en attente. Le product marketing, donc moi j'ai surtout aidé le marketing à aller vers de la création de contenu un petit peu éducatif sur des plateformes type LinkedIn, Instagram, pour justement un petit peu éduquer à des tests spécifiques kiné pour les rendre un petit peu plus grand public. Donc vous pouvez demander des choses du type quel type de boucle grosse je peux ajouter à mon appli à partir de ce que décrit tel auteur, par exemple dans tel bouquin qui est relié au product marketing. Ou voilà, me générer des exemples de posts LinkedIn ou Instagram qui mettent en scène vraiment deux de nos personas, donc vous en avez parlé juste avant dans le thread. Et puis voilà, j'ai des exemples de posts Instagram avec mes petits emojis qui me sont générés et j'ai plus qu'à retravailler dessus ensuite. Et les soft skills, donc c'est des choses ici que vous avez certainement dû voir assez classiques. Pour mettre les formes, pour exprimer sa gratitude. En tant que manager, j'avais pas mal un rôle managérial aussi dans cette start-up puisque c'était quand même assez jeune. Et plusieurs fois, j'ai demandé de me générer des emails ici. Écris-moi un mail créatif, mais en même temps professionnel, qui vraiment remercie tous les efforts de chacune de mes équipes individuellement suite à la sortie de telle feature en prod. Il me génère, et puis tout de suite, c'est I'm thrilled to announce the latest feature.
Ça donne, alors après, voilà, vous voulez ce style ou pas, hein, mais vraiment, vous pouvez tester différents styles. Puis moi, j'adore les mails avec des emojis, alors je leur demande tout de suite, tout le temps, de me rajouter des petits emojis qui sont adaptés au contenu. Je trouve ça vraiment assez magique. Et puis voilà, il peut vraiment mentionner vos équipes. Et là, donc, mettre les formes pour prévenir l'arrêt d'une app. Donc, chez Keynote, on avait 2 apps qui fonctionnaient en parallèle, dont une qui n'était plus mise à jour, qu'on voulait supprimer depuis déjà longtemps. Mais sachant qu'il y avait encore 25% de nos utilisateurs qui étaient sur cette app. Donc c'était vraiment un sujet compliqué de comment expliquer aux kinés qu'il fallait supprimer cette app, downloader la nouvelle, qu'il n'allait pas avoir de perte de données. Donc voilà, à la fois englober toutes les peurs qu'il y avait autour de supprimer une app pour en downloader une nouvelle. Et puis voilà, donc mettre les formes là-dessus, moi je ne savais pas trop comment approcher le problème. Il y avait une banner sur l'ancienne app qui expliquait qu'il fallait passer sur la nouvelle, mais ça ne marchait pas, on restait sur du 25% d'utilisateurs. Donc là aussi, je lui ai demandé, tiens, comment est-ce que tu peux me créer je veux créer vraiment une task force pour réussir et obtenir vraiment ce succès de supprimer cette app. En un mois, parce qu'au début, on tergiversait, on y allait doucement, on était gentil. À un moment, je me suis dit non, il faut qu'on le fasse de manière vraiment un peu radicale. Et on s'est donné un mois pour le faire. Et voilà, il m'a généré du contenu justement pour l'afficher dans des banners sur l'app qui ont permis quand même d'aller plus vite et réduire le nombre d'utilisateurs. Pour résumer, donc framework classique, posez bien une posture, un persona, un contexte, et puis donc indiquer un résultat, un format de sortie idéalement. Donnez des exemples concrets de résultats que vous souhaitez, vraiment n'hésitez pas à donner des exemples concrets, puisque derrière ça va l'orienter. N'hésitez pas à demander à ChatGPT de reformuler sa compréhension. Si vous voyez que ce qui vous génère, ça ne semble pas être la direction dans laquelle vous vouliez partir, demandez-lui de reformuler pour vérifier sa compréhension, parce que du coup vous pouvez reprendre le premier prompt et l'affiner. Vous pouvez affiner vraiment autant de fois que vous voulez, donc effectivement, itérer, perfectionner les instructions progressivement en fonction de vos résultats, et puis surtout, amusez-vous avec, parce que c'est quand même très fun. Et je vous ai mis ici un certain nombre d'éléments pour aller plus loin encore dans la génération de prompts, parce que vous imaginez bien, moi je vous ai donné 4 éléments principaux, mais il y a plein d'autres éléments pour aller encore plus loin. Et voilà pour aujourd'hui, je vous remercie. Le petit QR code et puis mon petit avatar qui vous remercie également. Il reste un petit peu de temps, super. Des questions? Oui. Merci pour votre présentation. C'était juste pour vous demander, en fait, vous avez eu du coup l'usage de ChatGPT dans un nouveau boulot. Ouais. Donc, c'est bon. Okay. Donc, par rapport à votre usage, en fait, vous avez démontré que ChatGPT était bien pour faire la première fois une tâche. Est-ce que du coup, vous auriez aujourd'hui le même usage à reproduire certaines tâches, ou du coup, qu'est-ce que vous garderiez par rapport en représentant de nouvelles tâches de ChatGPT? À peu près tout. Y a pas, je dirais pas forcément changer. Alors maintenant, forcément, avec le temps, je suis capable d'aller plus loin, d'être plus précise dans mes prompts, de donner des contextes plus précis, des styles de contenu que je veux. Donc on devient bon dans le prompt, mais en soi, moi, mes principales utilisations, et je pense que ça va pas changer demain, c'est de, moi, avec l'expérience, connaître quand même un certain nombre de frameworks à différentes étapes du cycle produit, et de l'interroger là-dessus. Moi, ça, je trouve ça génial, en fait, de l'orienter avec des frameworks, et lui demander d'avoir des exemples à partir de ces frameworks. Ça a été quand même ma principale utilisation. Okay. Et je pense pas que ça change demain. Ok. Merci. Oui. Merci pour la présentation. J'avais une question. Donc, vous nous avez présenté les choses du point de vue d'un product manager, ou je ne sais pas, quelqu'un de management. Mais qu'est-ce que ça apporte du point de vue de l'utilisateur? Est-ce que ça a été plus efficace d'utiliser cette méthodologie plutôt que de faire les choses soi-même?
Moi, pour moi, c'est surtout du gain de temps. C'est là-dessus que je voulais orienter la présentation, c'est comment moi, ça m'a fait gagner du temps, voilà, dans un poste de start-up où voilà, le rythme est quand même effréné. Et forcément, j'en aurais moins fait sans ChatGPT, surtout pour la création de contenu de type mail, ou alors j'aurais fait des mails qui arrondissaient moins les angles, qui étaient moins motivants, moins engageants, avec mon propre anglais, donc moins grammaticalement correct aussi potentiellement. Donc c'est surtout ça. Pour moi, c'est surtout du gain de temps. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur l'utilisateur? Moi, je ne l'ai pas chiffré vraiment, mais potentiellement, oui, j'espère. D'accord, merci. Merci. Yes. Moi, ma question rejoint un petit peu la précédente. Par exemple, tu as montré, tu as généré une roadmap oui. à iOS 2023. Et bon, on s'est commencé, les roadmaps, on les fait, puis après on les exécute. Ça ne se passe pas forcément... voilà. Et dans ce cas-là, comment ça s'est déroulé la roadmap? Est-ce qu'elle était, de ton expérience, parce que tu as dû en faire plein des roadmaps, est-ce qu'elle était pertinente par rapport à autre roadmap que tu as pu faire par le passé? Oui, en fait, une roadmap, pour moi, ça bouge tout le temps. Donc, moi, ce qui guide mes roadmaps maintenant, c'est des objectifs annuels que je donne. Donc là, nous, on avait nos 3 objectifs qui étaient passés à 50-50 sur la partie bilan entraînement, réduire de 50% le temps passé sur le customer support et déployer des outils de data analysis pour prendre des décisions data. Donc ça, c'était nos 3 principaux objectifs. Et pour moi, c'est ça qui guide une roadmap. C'est ce qui permet derrière de faire le choix des produits ou des features, de se re-questionner sur, des projets ou des features, pardon, se re-questionner, voilà, au produit, on veut partir sur tel projet, est-ce que vraiment tel projet, il rentre dans mon objectif 1, mon objectif 2, mon objectif 3? Non, il rentre pas? Bon non, il n'est pas dans la roadmap. Moi, c'est comme ça, c'est ma manière de fonctionner, donc effectivement, une roadmap, ça bouge tout le temps, surtout dans une start-up où il y a 1000 idées par jour. On a vite fait d'ajouter des projets parce que d'un seul coup, il y a un client qui a envie de ça spécifiquement. Comme c'est un client historique, on a envie de lui faire plaisir. Mais sauf que ça ne rentre pas du tout dans les 3 objectifs qu'on s'est fixés, 3 objectifs annuels. Donc là, on en discute et on dit, non, on s'est décidé sur ces 3 objectifs. Maintenant, si on veut intégrer ce projet, ça veut dire que nos 3 objectifs, il faut les reprendre. Cette roadmap, elle n'a pas moins bougé que les autres roadmaps que tu as pu faire? Non, pas forcément. Non. Encore une fois, pour moi, c'est une base de travail. Ça ne change pas forcément les pratiques ou certains travers qu'on peut avoir au quotidien. Mais oui. Ouais. Oui. Ah. Désolée. C'est ici. Oui, pardon. Merci pour toutes ces idées. Moi, j'avais une question plus philosophique, en fait. Est-ce que tu te poses la question intellectuellement, quelle est la limite des choses que tu dois... Enfin, que tu peux demander, des choses que tu ne peux pas demander parce que c'est foncièrement ton travail de product manager. Ouais. Et il y a juste quelque chose comme feedback qui m'a un peu tiqué, c'est le mail de remerciement. Où en fait, je me dis que là, humainement, moi, si je reçois le mail et que je sais que ça a été généré automatiquement, je le vivrai peut-être pas de la même manière. Donc, je ne sais pas si tu t'es posé cette question. Bien sûr. Et voilà, du coup, je voulais juste entendre ce sujet. Il suffit de pas le dire. Alors, non, mais bien sûr, je me pose cette question tous les jours, mais encore une fois, moi je le vois comme une augmentation de ce que j'aurais pu faire moi, en fait. Ça me permet d'aller encore plus loin que ce que j'aurais pu faire moi. Et en fait, je sais pertinemment avec l'expérience que je suis meilleure lorsque je corrige quelque chose, une première base de travail, versus lorsque je démarre from scratch quelque chose. Donc en fait, forcément, s'il me donne une base de travail, que ce soit un mail ou que ce soit une roadmap, en fait, je vais y apporter, moi, mon point de vue dessus, je vais le corriger, mais du coup, non seulement je gagne du temps, et je sais qu'en fait, ça me permet d'aller plus loin, du coup, puisque je gagne du temps. Je sais pas si ça répond. Donc il y a un moment, j'arrête de me poser cette question, puisque de toute façon, on en est là aujourd'hui, donc autant travailler avec ces outils-là, ils vont être partout demain. Après, l'utilisateur, à partir du moment où le mail lui fait du bien et que il répond à ses besoins, je veux dire tant mieux. Oui. Non. Ça rejoint un peu, mais c'est plus pragmatique et moins philosophique. Est-ce que tu as vu dans ton expérience des choses sur lesquelles ChatGPT n'était pas très bon et qu'est-ce que tu as fait dans ces cas-là?
Alors moi, c'est vrai que je lui ai quand même beaucoup posé, vous avez vu dans les prompts, des choses quand même assez humaines, assez voilà, sociologie des organisations, ou alors vraiment des choses par rapport à des frameworks. Donc ça, c'est ou générer des questions. Ça, c'est vraiment les éléments dans lesquels ChatGPT est très bon. Maintenant, effectivement, dès que vous lui demandez des vérités, dès que vous lui demandez des problèmes mathématiques ou des explications physiques, vraiment, vous risquez de tomber sur des hallucinations. Mais moi, c'est pas mon quotidien professionnel, ça. Donc, en fait, je suis pas vraiment tombée sur des choses totalement incohérentes. Maintenant, quand il y avait des choses qui me satisfaisaient pas, bah, tout simplement, je clique sur, je reprends mon prompt et j'affine et j'itère. Donc, c'est une question d'itération. Si ça ne correspond pas, c'est que voilà, votre prompt, il est à reprendre. Ah, dernière. Ah, ok. Bah, de toute façon, on peut en discuter toute la journée, il n'y a pas de souci. Avec plaisir pour continuer les échanges. Merci à vous.